L'Europe a appris à trembler au son de 5000 pics frappant le sol en rythme. Ce n'était pas une armée, c'était un organisme vivant de fer et de poudre. Les tercios espagnols ne se contentaient pas de gagner des batailles. Ils anéantissaient sous la volonté de l'ennemi avant même que le premier arquebusier ne tire. Pendant un siècle et demi, le monde n'a eu qu'un seul maître, et ce maître portait l'uniforme de l'infanterie espagnole. Aujourd'hui, nous disséquons la colonne vertébrale de l'Empire, où le soleil ne se couchait jamais. De la tactique révolutionnaire du carré au mysticisme du chemine espagnol, nous analyserons la structure d'une unité d'élite qui a réécrit les lois de la guerre moderne. Dans un monde actuel obsédé par la technologie de pointe, l'histoire des tercios nous rappelle que la discipline inébranlable et l'innovation tactique sont les véritables clés de la puissance mondiale. Ce n'est pas seulement un récit de conquête, mais une analyse profonde de la survie et de l'honneur d'hommes qui, face à la défaite inévitable, choisissaient toujours la légende. Préparez-vous à découvrir pourquoi, 5 siècles plus tard, les tercios restent la référence absolue de l'excellence militaire. Si vous cherchez la vérité derrière les mythes du siècle d'or, je vous invite à nous accompagner jusqu'à la fin de cette chronique. Abonnez-vous pour explorer les chapitres les plus intenses de notre histoire partagée. Le XVe siècle s'achevait parmi les cendres d'un ordre qui s'effondrait. Pendant près de 1000 ans, le champ de bataille européen avait été la scène exclusive d'une caste, la cavalerie lourde. Le féodalisme n'était pas seulement un système politique, mais une façon de faire la guerre. Les armées n'étaient pas des institutions permanentes, mais des amalgames de nobles, liés par des serments de vassalité, qui se rendaient au combat avec leurs propres troupes, leurs propres étendards, et, surtout, leurs propres intérêts. Dans ce modèle médiéval, la guerre était une affaire de prestige individuel. Le chevalier, protégé par des plaques d'acier et monté sur des destriers massifs, était le char d'assaut de son époque. Le combat se décidait par des charges frontales où la force brute et la bravoure personnelle étaient primordiales. L'infanterie, composée de paysans mal armés et de levées forcées, n'était guère plus que de la chair à canon, un encombrement nécessaire pour protéger les flancs de la véritable élite. Cependant, ce paradigme de la guerre des chevaliers commença à montrer des failles insurmontables face à l'évolution de la réalité sociale et technologique. Le premier grand coup porté à l'orgueil de la noblesse vint de la technique. À la fin du Moyen Âge, les archers anglais au long cours et les danses carrées de piques suisses avaient prouvé qu'un piéton bien entraîné pouvait faire tomber un aristocrate de sa monture. Mais le changement définitif, celui qui a réellement marqué la fin d'une ère, a été l'apparition de la poudre à canon. À la fin du XVe siècle, le fracas des premiers canons et la fumée des rudimentaires armes à feu portatives commencèrent à obscurcir le ciel de l'Europe. L'introduction de l'artillerie changea l'architecture même du pouvoir. Les châteaux médiévaux, dont les murailles avaient été imprenables pendant des siècles, s'effondraient désormais en quelques jours sous l'impact des boulets de fer. Cela signifiait que le seigneur féodal ne pouvait plus s'enfermer dans sa forteresse pour défier le roi. Le pouvoir commençait à se centraliser dans les monarchies modernes, les seules capables de financer le coût immense de ces nouvelles armes. L'ancien modèle militaire ne fonctionnait plus pour 3 raisons critiques. Premièrement, par manque de discipline. Une armée féodale était une réunion d'égaux. Les nobles désobéissaient souvent aux ordres directs s'ils considéraient qu'une manœuvre n'était pas honorable. Deuxièmement, par manque de continuité. À la fin d'une campagne, les chevaliers retournaient sur leurs terres, dissolvant l'armée et perdant toute cohésion tactique. Et troisièmement, par vulnérabilité technique. Le chevalier était lent,
extrêmement coûteux à entretenir et totalement inutile face à une décharge d'arquebuserie bien organisée. L'Europe se trouvait dans une impasse tactique. La guerre devenait plus meurtrière, plus chère et beaucoup plus complexe. Il fallait une force capable de combiner la résistance de la pique avec l'innovation destructrice du feu, tout en étant soumise à une hiérarchie professionnelle. Le décor était planté pour un changement de garde. Le chevalier était mort. Il était temps pour le soldat de métier de prendre sa place, alors que l'Europe tentait encore de comprendre les changements sur le champ de bataille. La transformation la plus radicale de l'histoire militaire se préparait dans la péninsule ibérique. Les rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, ne cherchaient pas seulement l'unité territoriale de leur royaume, mais la création d'un État moderne. Et un État moderne exigeait, avant tout, un bras armé professionnel, ne dépendant pas des caprices de la noblesse. La guerre de Grenade en fut le prélude, mais le véritable laboratoire où fut forgé l'acier des tertios fut la péninsule italienne. L'Italie, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, était le centre du monde, un joyau convoité par les grandes puissances, en particulier la France des Valois. Les Français possédaient la cavalerie la plus puissante de la chrétienté et une artillerie mobile d'avant-garde. Lorsque les troupes espagnoles débarquèrent en Italie pour défendre les possessions de la couronne d'Aragon, elles furent confrontées à une réalité brutale. Le modèle traditionnel espagnol de cavalerie légère et d'arbalétriers ne pouvait arrêter la charge des gendarmes français. C'est dans ce moment de crise qu'apparut une figure dont l'ombre allait se projeter sur les siècles à venir. Gonzalo Fernández de Córdoba, connu pour la postérité sous le nom de Grand Capitaine. Fernández de Córdoba était un visionnaire qui comprit que la guerre ne se gagnait plus par l'héroïsme individuel, mais par les mathématiques, la logistique et la psychologie. Après avoir subi une amère défaite à la bataille de Seminara, il décida que l'armée espagnole devait mourir pour renaître. Son génie résida dans l'hybridation. Il reprit la solidité des carrés de pique suisses et les perfectionna, mais sa véritable révolution fut l'intégration massive de l'arme à feu portative. L'arquebuse. Le grand capitaine a professionnalisé le soldat. Les hommes sous ses ordres n'étaient pas des serfs. C'étaient des professionnels recevant une solde régulière, s'habillant avec fierté et se soumettant à une discipline de fer. Il divisa ses troupes en unités maniables, dotées d'une hiérarchie d'officiers permettant une flexibilité inouïe sur le champ de bataille. Lors de batailles légendaires, comme Cérignole et le Garigliano, le monde fut témoin d'un miracle tactique. Pour la première fois dans l'histoire, une infanterie organisée en coronelias, l'embricon des futurs tercios, battait de manière absolue la cavalerie lourde et les mercenaires les plus réputés de l'époque. Les bases des tercios furent posées sur 3 piliers. Le mélange des armes, pique pour la défense, arquebuse pour l'attaque, le commandement unifié et la professionnalisation extrême. Il ne s'agissait plus de savoir qui chargeait le plus fort, mais qui maintenait le mieux sa formation sous le feu ennemi. Fernández de Córdoba n'a pas seulement créé une unité militaire, il a créé une identité. Il inculqua à ses hommes un sentiment de supériorité, fondé sur l'entraînement et la résistance à la souffrance. Lorsque Charles Quint hérita du trône, il existait déjà une structure de combat éprouvée, une élite de vétérans qui savaient que l'ordre et le silence dans les rangs étaient plus meurtriers que n'importe quel cri de guerre. L'expérience italienne s'était achevée avec succès. La révolution militaire espagnole était née, et avec elle, l'instrument qui maintiendrait l'hégémonie d'un empire pendant les 150 années suivantes. Les tercios étaient prêts
à marcher. Avant d'avancer, n'oubliez pas que vous pouvez profiter de récits complets comme celui-ci en les téléchargeant depuis le lien disponible dans la vidéo, ce qui vous permettra de les écouter à tout moment et sans interruption publicitaire gênante. Maintenant, poursuivons. Pour l'observateur moderne, le mot « tercio » évoque une unité militaire, mais au XVIe siècle, le terme représentait quelque chose de bien plus transcendant. C'était le sommet de l'ingénierie sociale et guerrière de la Renaissance. Ce n'étaient pas de simples régiments, c'étaient de petites villes itinérantes, des États souverains miniatures qui portaient avec eux la loi, la religion et l'honneur de la couronne espagnole dans les recoins les plus inhospitaliers de la planète. Mais pour comprendre leur invincibilité, nous devons démonter leur structure et comprendre l'horlogerie de précision qui battait sous leur cuirasse. L'énigme du nom. Pourquoi tertios? L'origine du terme a fait l'objet de débats historiographiques pendant des siècles. La théorie la plus acceptée est celle de la division tripartite. À leur genèse, ces unités furent structurées pour couvrir 3 fronts géographiques fondamentaux pour l'hégémonie de la Maison d'Autriche, l'Italie, la Sicile et Naples. Cependant, la raison technique est encore plus fascinante. Le nom « tercio » fait référence à la répartition de ces armes spécialisées. En théorie, l'unité se divisait en 3 parties proportionnelles, une de piquier, une d'arquebusier et une 3e de rodeleros, soldats munis d'épées et de boucliers. Bien qu'avec le temps les rodeleros aient disparu en raison de leur inefficacité face aux armes à feu, le nom a persisté, symbolisant la trinité tactique qui permettait à l'unité d'être autosuffisante. Contrairement aux levées temporaires d'autres royaumes, un tercio était une unité permanente. Il ne se dissolvait pas et à la fin d'une campagne. Cette continuité générait un « esprit de corps », où la plus jeune recrue apprenait du vétéran, créant une chaîne de connaissances tactiques ininterrompues pendant des décennies. L'anatomie de l'acier, pique, arquebuse et mousquet. Le véritable génie des tertios que résidait dans leur composition interne. Une symbiose parfaite entre la force brute de l'ère médiévale et la technologie chimique de l'ère moderne. Le tercio était, par essence, un hérisson d'acier doté de poumons de feu. Au cœur de la formation se trouvaient dans les piquiers. C'étaient des hommes d'une force physique extraordinaire, chargés de porter des pics et en bois de frêne pouvant atteindre 5 mètres de long. Leur fonction était défensive et dissuasive, former un mur infranchissable de pointes de fer qui stoppait net toute charge de cavalerie. Parmi les piquiers existait une élite, les coslettes, qui portaient des armures dites complètes, plastrons, dossières et salades, et occupaient les rangs extérieurs, recevant l'impact initial de l'ennemi. Sur les flancs de ce noyau de bois et d'acier se trouvaient les manches d'arquebusiers. L'arquebuse était une arme à feu lente et lourde, mais mortelle à courte portée. Les arquebusiers étaient chargés de harceler l'ennemi, brisant ses rangs avant le choc des pics. Au fur et à mesure des progrès technologiques, le mousquet fut introduit, une version plus lourde et plus puissante de l'arquebuse nécessitant une fourche pour s'appuyer. Le mousquetaire était le tireur d'élite du XVIe siècle. Son projectile pouvait percer l'armure la plus coûteuse à 100 mètres de distance. Cette combinaison permettait ce que nous appellerions aujourd'hui des armes combinées. Tandis que les piques maintenaient la cavalerie à distance, les arquebusiers et les mousquetaires décimaient les rangs ennemis. Si l'ennemi s'approchait trop, les tireurs se réfugiaient sous la forêt de piques, restant protégés pendant qu'ils rechargeaient. C'était un système de défense active qu'aucune autre armée européenne ne réussit à reproduire avec la même fluidité. Hiérarchie, discipline et culte du commandement. Si les armes étaient notées le corps du tercio,
la hiérarchie et la discipline en étaient l'âme. Contrairement aux armées de mercenaires de l'époque, où le chaos était la norme, le tercio fonctionnait avec une structure administrative étonnamment moderne. Au commandement de chaque tercio, qui comptait environ 3000 hommes sur le papier, bien que rarement sur le terrain, se trouvait le maître de camp. Cette figure n'était pas seulement un général. C'était un chef qui combattait en première ligne, dont l'autorité émanait directement du roi. Sous ses ordres, le sergent-major coordonnait les tactiques et la logistique, étant le cerveau opérationnel de l'unité. Cependant, l'unité de base était la compagnie, dirigée par un capitaine. Le capitaine d'un tercio était une figure presque mystique. Il devait être un exemple de vertu, de courage et de justice. Mais ce qui différenciait réellement les Espagnols, c'était le rôle des officiers subalternes, comme les enseignes et les sergents, et surtout la figure des vétérans de premier rang. Ces soldats expérimentés, qui avaient survécu à des dizaines de combats, étaient ceux qui maintenaient la cohésion pendant la terreur de la bataille. La discipline n'était pas maintenue uniquement par le châtiment, mais par un code d'honneur partagé. Le soldat du tercio se considérait comme un hidalgo, quelle que soit son origine sociale. Cette fierté de classe militaire signifiait que la désertion était vue comme le déshonneur suprême. Sur le champ de bataille, le silence était la règle. Alors que d'autres armées criaient pour se donner du courage, les tercios avançaient dans un silence sépulcral, seulement rompu par le son des tambours et des fifres qui marquaient le pas. Ce silence était, pour l'ennemi, plus terrifiant que n'importe quel cri. La différence abyssale, le modèle espagnol face à l'Europe. Pourquoi les tercios ont-ils dominé les champs de bataille alors que les armées de France, d'Angleterre ou des États allemands échouaient? La différence était conceptuelle. Tout d'abord, la professionnalisation. Alors que les armées françaises dépendaient encore d'une noblesse en quête de gloire individuelle, le tercio était une équipe professionnelle. Le soldat espagnol ne se battait pas pour un seigneur féodal, mais pour une nation et une religion sous une structure de solde et de promotion basée, partiellement, sur le mérite et l'ancienneté. Deuxièmement, la flexibilité tactique. Les autres armées européennes utilisaient des formations rigides qui, une fois brisées, devenaient une masse désorganisée. Les tercios, grâce à leur système de compagnie et leur entraînement constant, pouvaient changer de formation en plein combat, pivoter pour repousser des attaques de flanc ou se diviser en unités plus petites pour combattre en terrain accidenté. Enfin, il y avait la résistance logistique. Le tercio était conçu pour la guerre d'usure. Grâce au chemin espagnol, une route logistique reliant Milan aux Pays-Bas, les tercios pouvaient recevoir des provisions et des renforts à travers l'Europe. Ils étaient capables de marcher des milliers de kilomètres et d'engager le combat immédiatement après, une prouesse de résistance qu'aucune autre armée de l'époque ne pouvait égaler. En résumé, les tercios n'étaient pas seulement des soldats. Ils étaient la première armée moderne, une force où la technologie, la tactique et un code d'honneur inébranlable ont fusionné pour créer une légende d'invincibilité qui durerait plus d'un siècle. Ils étaient le mur contre lequel s'écrasaient tous les empires de l'époque, et leur structure fut la base sur laquelle furent construites les armées nationales que nous connaissons aujourd'hui. Pour comprendre l'hégémonie des tercios, il ne suffit pas d'analyser leur pic ou leur stratégie. Il est impératif de descendre dans la boue et de comprendre l'homme qui tenait l'arme. Le soldat des tercios était un phénomène social unique dans l'Europe du siècle d'or. Ce n'était ni une recrue forcée, ni un mercenaire sans patrie. Il était, dans son esprit, un hidalgo de fortune,
un homme qui avait décidé que sa vie valait autant que la gloire qu'il pourrait conquérir par son acier. Son origine et son recrutement. Contrairement à la croyance populaire, les tercios n'étaient pas exclusivement castillans. Bien que le noyau dur et les officiers soient généralement espagnols, originaires d'Estrémadure, d'Andalousie, des Castilles ou du royaume d'Aragon, ces unités étaient une force multinationale sous la couronne des Habsbourg. Il y avait des tercios italiens, wallons, bourguignons et même allemands. Cependant, le tercio espagnol jouissait d'un statut d'élite, étant toujours chargé des postes les plus dangereux et des avant-gardes lors de l'attaque. Le recrutement était volontaire. Un capitaine recevait une saille conducta, une licence royale, et plantait sa pique sur une place publique, déployant son drapeau au son des tambours. Ceux qui s'enrôlaient étaient mus par un mélange explosif de faim, de foi et surtout de possibilités d'ascension sociale. Dans une Espagne où la structure de classe était rigide, l'armée était le seul véritable ascenseur social. Un paysan pouvait devenir capitaine ou chevalier s'il faisait preuve de suffisamment de courage. Quels étaient les moyens de subsistance et le sacrifice du soldat? La vie du soldat était d'une dureté extrême. Le salaire, bien que théoriquement supérieur à celui d'autres armées, arrivait souvent avec des mois, voire des années de retard, ce qui provoquait les célèbres mutineries de Flandre. Le soldat devait payer son propre équipement et sa nourriture, ce qui faisait du butin de guerre une nécessité de survie. Après la prise d'une ville, le pillage était une soupape de sécurité brutale, mais réglée par les lois de la guerre de l'époque. Le sacrifice n'était pas seulement physique. Le soldat des tercios passait des décennies loin de chez lui, parcourant le chemin espagnol, à pied de l'Italie au nord de l'Europe, traversant les Alpes et le Rhin, portant un équipement de plus de 30 kilos sous la pluie, le soleil ou la neige. L'espérance de vie était minimale, mais la fierté d'appartenir à l'unité la plus crainte au monde les maintenait debout. Leur code de fer, honneur, foi et renommée. Ce qui rendait réellement le soldat espagnol invincible, c'était sa mentalité. Le concept d'honneur n'était pas un mot vide. C'était son bien le plus sacré. Un soldat préférait mourir plutôt que de montrer de la lâcheté, car le déshonneur retombait sur toute sa lignée. À cela s'ajoutait une foi religieuse profonde et combative. Ils se voyaient comme les défenseurs de la chrétienté face au protestantisme et à l'Empire ottoman. Cette combinaison de foi et de fierté générait une mystique de supériorité. Il y avait une obsession pour la renommée, le désir que leurs exploits soient racontés par les poètes et les chroniqueurs. Comme le disait la Maquime de l'époque, « L'Espagne ma nature, l'Italie ma fortune, la Flandre mon sépulcre ». Ils acceptaient leur destin avec un fatalisme héroïque qui effrayait leurs ennemis. Mythes et réalités. La légende noire les a peints comme des barbares sanguinaires, mais la réalité était plus complexe. C'étaient des hommes extrêmement cultivés pour leur temps. Il n'était pas rare de trouver des soldats lisant le latin ou écrivant de la poésie entre deux batailles, comme Cervantes ou l'Aube de Vega. Le mythe du soldat invincible était réel, non pas par une force surhumaine, mais par une discipline psychologique qui leur permettait de tenir la ligne quand n'importe quelle autre armée se serait enfuie en déroute. Entrer en combat contre un tercio à son apogée, c'était comme tenter d'abattre une montagne en mouvement. Son efficacité ne résidait pas dans une charge frénétique, mais dans une chorégraphie mortelle et coordonnée d'armes différentes, fonctionnant comme une seule horloge biologique. Le carré des tercios, la forteresse humaine. La formation de base était l'escadron. Contrairement aux blocs massifs et lourdeaux d'autres nations,
L'escadron espagnol était ça, os était flexible. Le noyau était composé des piquiers, formant un bloc dense, capable de présenter un hérisson de pointe d'acier dans n'importe quelle direction. Si la cavalerie chargeait, les piquiers des premiers rangs plantaient la base de la pique au sol et visaient le poitrail des chevaux, créant un mur infranchissable. La pique comme colonne vertébrale. La pique était l'ancre du champ de bataille. Sans elle, les arquebusiers auraient été une proie facile pour la cavalerie. Mais la pique espagnole avait une fonction psychologique. L'avance d'un bloc de pique, dans un silence absolu et avec un pas rythmé, générait une pression insupportable. Il ne s'agissait pas seulement de pousser. Les piquiers étaient entraînés à l'escrimer, la pique, cherchant les failles dans la formation ennemie avec une précision chirurgicale. Pendant que le carré de pique maintenait la position, les arquebusiers et mousquetaires opéraient aux angles et sur les flancs, dans des unités appelées manga, manches. C'est là que résidait la modernité des tercios. Les Espagnols ont perfectionné la technique de la contre-marche. Le premier rang tirait et se retirait au dernier pour recharger, tandis que le second avançait pour tirer. Cela créait une pluie de feu constante, un pool de mort qui empêchait l'ennemi de se regrouper. Le mousquet, avec sa portée et sa puissance accrue, était utilisé pour abattre les officiers ennemis et percer les armures d'or les plus lourdes avant le choc des piques. La coordination entre le feu et l'acier était si fluide que lorsque l'ennemi parvenait enfin au corps à corps, après avoir traversé l'enfer des balles, il se heurtait à un mur de piques frais et disciplinés. Quelle était leur adaptabilité? Ce qui rendait les tercios presque invincibles pendant plus d'un siècle, c'était leur capacité d'adaptation. Si le terrain était plat, ils formaient de grands carrés défensifs. Si le terrain était accidenté, comme dans les jungles des Philippines ou les collines d'Italie, ils se divisaient en unités petites et agiles. Face aux Turcs, ils ont appris à combattre une cavalerie légère et fuyante. Face aux Français, à arrêter les charges de cavalerie lourde. Et face aux Hollandais, à dominer la guerre de siège et de tranchées. Ils inventèrent les encamisadas, des attaques nocturnes où les soldats mettaient des chemises blanches sur leur armure pour se reconnaître entre eux, s'infiltrant dans les camps ennemis pour semer le chaos avant l'aube. Le secret de l'invincibilité. La clé n'était pas une technique secrète, mais l'économie de la peur. Les tercios savaient souffrir. Ils pouvaient endurer des bombardements d'artillerie pendant des heures sans rompre la formation. À une époque où la plupart des batailles étaient perdues, lorsqu'un camp cédait à la panique et fuyait, les Espagnols ne bougeaient tout simplement pas. Ce stoïcisme, ajouté à une expérience qui permettait à chaque soldat de savoir exactement quoi faire sans attendre d'ordre, en fit la force la plus crainte de l'histoire. Pendant 150 ans, de la victoire de Sérignol à la défaite de Rocroi, le monde sut qu'affronter un tercio n'était pas une bataille, c'était une sentence. Au début du XVIe siècle, l'Italie n'était pas une nation, mais l'échiquier le plus convoité et le plus dangereux du monde. Ces cités-États, riches et raffinées, étaient l'épicentre de la Renaissance, mais aussi l'aimant attirant les ambitions des deux grandes puissances du moment. La France des Valois et l'Espagne des Habsbourg. C'est sur cette scène de marbre et de sang que les tercios ont non seulement pris leur essor, mais sont devenus le cauchemar de l'Europe. Pourquoi les guerres d'Italie ont-elles défini une ère? Elles furent le creuset où l'ancien monde médiéval fusionna avec la modernité. La France comptait sur sa gendarmerie, la cavalerie lourde, la plus imposante de la chrétienté, convaincue que rien ne pouvait résister à sa charge. Mais l'Espagne, sous la direction de figures
comme le grand capitaine, et plus tard le marquis de Pescara, présenta quelque chose que les Français ne surent pas interpréter à temps. Une infanterie technique, disciplinée et armée de la puissance du feu. Dans les plaines de Lombardie et de Naples, les tertios perfectionnèrent l'art de la défense hâtive. L'Italie obligea les Espagnols à devenir ingénieurs, stratèges et experts en logistique. On y comprit que le contrôle d'une péninsule aussi accidentée exigeait non seulement du courage, mais une coordination parfaite entre garnisons fixes et forces de manœuvre. Quelles batailles clés ont forgé leur réputation d'invincibilité. S'il y a eu un moment où le monde a compris que les règles de la guerre avaient changé à jamais, ce fut lors de la bataille de Pavie, en 1525. Ce matin brumeux, les arquebusiers espagnols firent de l'impensable. Ils décimèrent de la noblesse française et capturèrent sur le roi de France lui-même, François Ier. L'image du monarque le plus puissant d'Europe se rendant à des soldats d'infanterie. Des hommes qui, pour la mentalité de l'époque, étaient des roturiers, envoya une onde de choc à travers tout le continent. Mais Pavie n'était pas un accident. Auparavant, à la Bicoque, les arquebusiers espagnols avaient détruit les mercenaires suisses, considérés jusque-là comme les meilleurs fantassins du monde. Les Suisses se chargèrent avec leur arrogance habituelle pour être massacrés par les salves serrées des Espagnols depuis des positions fortifiées. La victoire fut si facile que dans la langue italienne, le mot « bicocca » est passé au sens de quelque chose de simple ou d'une aubaine. Ces victoires n'apportaient pas seulement des terres. Elles conféraient une aura de supériorité psychologique qui gagnait les batailles avant même qu'elles ne commencent. Quel était le niveau de peur qu'ils suscitaient en Europe? Vers le milieu du XVIe siècle, le son des tambours espagnols aux frontières d'un État suffisait à forcer des traités diplomatiques. En Europe, on commença à parler de la furie espagnole. Il ne s'agissait pas seulement de leur capacité destructrice, mais de leur résistance surnaturelle. Les chroniqueurs de l'époque décrivaient avec étonnement comment les tertios pouvaient marcher des jours entiers avec de l'eau jusqu'à la taille, ou endurer des sièges impossibles sans se rendre. Cette peur se nourrissait de la perception que le soldat espagnol n'était pas un mercenaire fuyant quand les choses devenaient difficiles. Au contraire, plus la situation était désespérée, plus les rangs du tertio se resserraient. On disait des Espagnols qu'ils étaient des fourmis de fer, lents mais inarrêtables et capables de dévorer n'importe quel obstacle, aussi grand soit-il. Que signifiait ce prestige militaire pour l'hégémonie de l'Espagne? Il fit de l'Espagne l'arbitre de l'Europe. Pendant des décennies, aucune puissance n'osa défier frontalement les carrés espagnols en rase campagne. Cette domination militaire permit à l'Empire de s'étendre en Amérique et dans le Pacifique, sachant que le Corse en Europe était protégé par la meilleure infanterie que le monde ait vue depuis les légions de Rome. Être un soldat des tertios en Italie, c'était appartenir à une caste supérieure. Les officiers espagnols se promenaient dans Rome, Milan et Naples avec l'arrogance de celui qui se sait maître du monde. Mais ce prestige, forgé sous le soleil d'Italie, allait bientôt être mis à l'épreuve dans un théâtre beaucoup plus sombre, humide et brutal, les Pays-Bas. Si l'Italie fut le théâtre de la gloire et de l'éclat des tertios, la Flandre fut l'endroit où leur acier fut trempé dans la glace et la boue. Ce qui commença comme une révolte politique et religieuse aux Pays-Bas se transforma en la guerre de 80 ans, un conflit qui allait consumer des générations de soldats, des trésors entiers de la couronne et la santé de l'Empire. La Flandre n'était pas une guerre de grandes batailles rangées, mais une guerre de sièges interminables,
de canaux traîtres et d'une misère mettant à l'épreuve la raison de l'homme le plus endurci. Comment s'est faite la transition vers la rébellion des Pays-Bas? L'arrivée du duc d'Albe à Bruxelles en 1567 marqua le début d'une ère de fer. Ce que les rebelles hollandais, menés par Guillaume d'Orange, proposaient n'était pas seulement une guerre d'indépendance, mais une guerre d'usure totale. La Flandre était un territoire de cauchemar pour une infanterie habituée à la manœuvre, un labyrinthe de digues, de marécages et de cités fortifiées où chaque pouce de terrain devait être payé de sang. Là, les tertiaux durs se réinventaient, devenant maîtres du siège et de la guérilla. Que représentait le chemin espagnol pour le destin des soldats, puisque la Manche était contrôlée par les pirates anglais et les rebelles hollandais, les gueux de mer, l'Espagne dut créer la prouesse logistique la plus impressionnante de l'histoire moderne. Le chemin espagnol. C'était une route terrestre partant de Milan, traversant les Alpes par des cols impossibles, franchissant la Franche-Comté et la Lorraine, pour arriver enfin au Luxembourg et à Bruxelles. Des milliers de soldats parcoururent ces 1000 kilomètres à pied, année après année, pour alimenter le brasier interminable de la guerre en Flandre. Le chemin espagnol était le cordon ombilical de l'Empire. S'il était coupé, les tertios du Nord mouraient par manque de renforts. Pourquoi les conditions extrêmes ont-elles poussé les soldats à bout? Le climat de Flandre était l'ennemi le plus persistant. Le froid humide pénétrait jusqu'aux os, oxydait les arquebuses et faisait pourrir les pieds des soldats dans les tranchées. Les campagnes ne s'arrêtaient pas en hiver, les villes étaient assiégées pendant des mois sous la neige. La faim était une compagne constante. Quand les flottes des Indes étaient en retard ou coulées, l'argent n'arrivait pas. C'est ici qu'apparurent que les célèbres mutineries. Contrairement à d'autres armées, où les mutineries étaient désorganisées, les soldats des tercios se mutinaient avec une discipline terrifiante. Ils élisaient leur propre chef, appelé Electos, maintenaient leur garde et continuaient d'entretenir leurs armes, mais refusaient de combattre jusqu'à ce qu'ils soient payés. Une fois la solde reçue, ils redevenaient les soldats les plus fidèles et les plus féroces du monde. Cette dualité, capable de la rébellion la plus absolue comme de la loyauté la plus extrême, définissait le caractère unique du soldat espagnol en Flandre. Comment fut la résistance dans l'enfer du Nord? Malgré la faim et le manque de soldes, les tercios accomplirent des exploits stupéfiants. Un exemple iconique fut le miracle d'Ampel, où un tercio encerclé par la flotte hollandaise et ayant de l'eau jusqu'au cou fut sauvé grâce au gel miraculeux du fleuve pendant la nuit, permettant aux Espagnols d'attaquer à pied sur la glace et de capturer les navires ennemis. Cependant, la Flandre devint une plaie ouverte. Ce fut leur épreuve la plus dure parce que l'ennemi n'était pas seulement une armée, mais une population entière et une géographie hostile. Là, les tercios apprirent que l'honneur ne consistait pas seulement à gagner des batailles sous le soleil, mais à mourir de faim dans une tranchée boueuse sans lâcher sa pique. La Flandre usa le mythe de l'invincibilité, non parce qu'ils furent vaincus au combat, mais parce que la guerre elle-même devint infinie. Ce fut le lieu où l'Empire espagnol prouva qu'il pouvait endurer l'insupportable, mais à un coup qui finirait par épuiser ses forces vitales. L'histoire militaire ne s'écrit pas avec des intentions, mais avec des faits accomplis sur le terrain. Pendant plus d'un siècle, les tercios ne se contentèrent pas de participer à des batailles. Ils furent les protagonistes de jalons qui altérèrent le cours de la civilisation occidentale. Chaque fois que les carrés de piques espagnols se déployaient, le destin des rois et des religions restait en suspens. Pour comprendre leur légende, nous devons regarder vers les champs où le mythe s'est fait chair. Comment le monde a-t-il changé sur les champs de Pavie et de Saint-Quentin?
La bataille de Pavie, 1525, est possiblement l'acte de naissance de l'hégémonie espagnole. Dans un monde où la noblesse française méprisait l'infanterie, les arquebusiers espagnols prouvèrent qu'un simple soldat avec de la poudre valait plus qu'un duc à cheval. Le fait que le roi François Ier finisse prisonnier à Madrid ne fut pas seulement une victoire militaire, ce fut un séisme politique. Pavie prouva que l'argent et le lignage ne pouvaient acheter la victoire face à la discipline technique des tertios. Des décennies plus tard, à Saint-Quentin, 1557, les tertios humilièrent à nouveau la couronne française sous les ordres de Philippe II. Ce fut une victoire si absolue et si sanglante que le roi, accablé par l'ampleur du massacre, décida de construire le monastère de l'Escorial pour commémorer le triomphe et honorer les défunts. Saint-Quentin ne fut pas seulement une bataille. Ce fut le coup de grâce qui obligea la France à accepter la suprématie espagnole en Europe pendant des générations. Pourquoi Mühlberg représentait-elle le triomphe sur l'Europe protestante? Sur les rives de l'Elbe, en 1547, les tertios de Charles Quint affrontèrent la Ligue de Smalkalde. La bataille de Mühlberg fut une démonstration d'audace. Les soldats espagnols traversèrent le fleuve avec de l'eau jusqu'à la poitrine, et leurs épées entre les dents, surprenant les troupes protestantes. L'image de Charles Quint, immortalisée par Titien, est le symbole de ce moment. Un empire qui, appuyé sur ses tertios, se sentait le bras armé de Dieu sur terre. Ce fut une victoire qui consolida le pouvoir impérial au cœur de l'Allemagne. Qu'y a-t-il de vrai dans le miracle d'Ampel? S'il est une histoire qui définit la mystique des tertios, c'est le miracle d'Ampel, 1585. Bloqué sur un îlot, sans nourriture, entouré par la flotte hollandaise et sous une pluie incessante, les soldats espagnols étaient condamnés. Après avoir trouvé une image de l'Immaculée Conception en creusant une tranchée, les hommes refusèrent de se rendre avec une phrase passée à la postérité. « Nous parlerons de capitulation après notre mort. » Cette nuit-là, un vent glacial et inhabituel gela les eaux de la Meuse. Les Espagnols, profitant de la glace, marchèrent sur le fleuve et attaquèrent surtout la flotte ennemie par surprise, la détruisant. Pour les Hollandais, ce fut un phénomène météorologique inexplicable. Pour les Espagnols, ce fut la preuve définitive que Dieu combattait dans leurs rangs. Qu'est-ce qui rendait ces batailles réellement historiques? Au-delà des pertes et des conquêtes territoriales, ces batailles étaient historiques car elles créaient une doctrine d'invincibilité. Chaque triomphe alimentait le moral du soldat espagnol et détruisait celui de l'ennemi avant même de commencer. Les tercios ne gagnaient pas par le nombre, ils étaient souvent en infériorité numérique, mais par une capacité de sacrifice confinant au fanatisme. Ces batailles prouvèrent que les tercios étaient un système qui ne faillait pas. Si les piques tenaient et que les arquebuses tiraient, la victoire n'était qu'une question de temps. Au XVIe siècle, le prestige n'était pas une question de vanité, mais un composant essentiel de la guerre. La renommée des tercios fonctionnait comme une force de dissuasion aussi efficace que leurs propres canons. L'Europe ne voyait pas seulement les tercios comme une armée, mais comme une force de la nature, une plaie de fer s'avançant avec une arrogance oscillante entre l'admirable et le détestable. Comment est née leur réputation d'invincibilité absolue? Pendant plus de 100 ans, les tercios n'ont perdu aucune bataille d'importance stratégique en rase campagne. Cette série statistique était sans précédent depuis les légions romaines. La réputation d'invincibilité se nourrissait d'une réalité psychologique. Le soldat des tercios ne cédait jamais. À une époque où la plupart des armées s'enfuyaient en déroute, après avoir perdu leur général ou s'être fait déborder,
les Espagnols se mettaient simplement en dents carrés et mouraient ça sur place, tuant tout ce qui s'approchait. Cette résistance extrême convainquit l'Europe que vaincre un tertio n'était pas une tâche militaire, mais une impossibilité physique. De quelle manière la propagande et la peur ont-elles façonné la légende noire? La peur est un terrain fertile pour la propagande. Les ennemis de l'Espagne, en particulier les Hollandais et les Anglais, utilisèrent de l'imprimerie pour peindre les soldats des tertios comme des monstres assoiffés de sang, cruels et impies. Les gravures de l'époque les montraient pillant des villes avec une férocité démoniaque. Cependant, cette terreur était une médaille à deux faces. Bien qu'elle générât de la haine, elle assurait aussi que de nombreuses villes se rendent dès l'annonce de l'approche d'un tertio. Le nom de l'Espagne devint une arme psychologique. Le simple fait de savoir qu'un maître de camp espagnol dirigeait une opération suffisait pour que les mercenaires, au service d'autres puissances, désertent ou exigent des soldes doubles pour le risque encouru. Que disaient que les chroniques ennemies et les récits de l'époque? C'est dans les récits de leurs propres ennemis que l'on apprécie le mieux le respect qu'ils inspiraient. Les chroniqueurs français et italiens soulignaient avec étonnement la discipline des Espagnols, leur silence pendant la marche, leur mépris de la mort et, surtout, leur superbe. On disait d'un soldat espagnol, aussi pauvre soit-il, qu'il se comportait comme un prince. L'ambassadeur vénitien écrivit un jour que les Espagnols étaient les meilleurs soldats de la chrétienté, soulignant que leur plus grande vertu n'était pas la force, mais l'obéissance à leur chef et la patience face aux privations. Invariablement, les récits s'accordent sur un point. Le soldat espagnol ne considérait personne au-dessus de lui sur le champ de bataille. Comment l'honneur espagnol est-il devenu un concept universel? Ce respect mêlé d'effroi a forgé l'image du soldat d'Espagne, comme l'archétype de l'excellence militaire. La renommée des tertios influença la mode, la langue et le théâtre dans toute l'Europe. Le respect qu'ils inspiraient était tel que, même lors des ultimes défaites, comme à Rocroi, les ennemis français permirent aux survivants des tertios de quitter le champ de bataille avec leurs drapeaux et leurs armes, en un geste de reconnaissance envers une unité qui, même vaincue, continuait d'inspirer un respect presque religieux. Les tertios n'ont pas seulement dominé les champs de bataille, ils ont dominé l'imaginaire d'un continent pendant 1 siècle et demi, laissant un héritage de terreur et d'admiration qui, aujourd'hui encore, 500 ans plus tard, continue de fasciner le monde. Vers le premier tiers du XVIIe siècle, l'Empire espagnol présentait un paradoxe défiant les lois de la logique politique et économique. Sur les champs de bataille, les tertios restaient sous la force la plus mortelle de la planète. Pourtant, les fondations de l'État qui les envoyaient combattre se lézardaient. La machine de guerre la plus parfaite de l'histoire moderne commençait à dévorer son propre créateur. Le déclin ne fut pas un événement soudain, mais une érosion lente et douloureuse où l'éclat des pics masquait l'ombre d'une faillite imminente. De quelle manière la guerre constante sur de multiples fronts a-t-elle saigné la couronne? Le plus grand ennemi des tertios ne fut pas un général étranger, mais la géographie et l'ambition démesurée d'une monarchie qui se sentait obligée d'être partout. L'Espagne ne se battait pas dans une seule guerre. Elle luttait dans un conflit global permanent. Les soldats devaient défendre simultanément les Cuzco d'Amérique face aux pirates, les places d'Italie face aux intrigues françaises, les déserts du nord de l'Afrique face à l'Empire ottoman et surtout le bœuf bourbier des Flandres. Cette dispersion des ressources fut fatale. Le système des tertios reposait sur l'expérience, mais quand les pertes survenaient sur 4 fronts à la fois, il n'y avait plus le temps physique pour entraîner les nouvelles recrues avec la rigueur d'autrefois. La couronne commença à
brûler ses meilleurs hommes dans des conflits mineurs ou des garnisons oubliées. L'effort logistique pour déplacer des troupes de Naples à Anvers ou de Madrid aux Philippines généra une tension qui finit par briser la colonne vertébrale de l'Empire. L'Espagne était devenue un géant tentant de boucher trop de fissures avec trop peu de mains. Comment la crise économique de la monarchie hispanique a-t-elle affecté les performances militaires? Malgré l'arrivée massive d'argent des Indes, les finances royales espagnoles étaient dans un état de collapsus chronique. La richesse venant d'Amérique n'était pas investie dans l'industrie ou le commerce, mais partait directement dans les poches des banquiers allemands et génois pour payer les dettes des guerres passées. L'Espagne était, par essence, un conduit par lequel passait l'or pour financer la défense de la foi catholique dans toute l'Europe. Les suspensions de paiement successives, les banqueroutes de Philippe II, Philippe III et Philippe IV eurent un impact direct sur le champ de bataille. Un tercio n'avait pas seulement besoin d'hommes. Il nécessitait une infrastructure massive de pain, de poudre, de plomb et de chevaux. Quand le crédit de la couronne s'épuisait, les chaînes d'approvisionnement étaient entrecoupées. Les soldats, qui vivaient déjà dans des conditions précaires, commencèrent à combattre avec des armes usées et des vêtements qui n'étaient de guère plus que des haillons, ne tenant plus que par un orgueil que l'économie ne pouvait plus soutenir. Pourquoi les retards de soldes et les mutineries sont-ils devenus une routine dangereuse? L'honneur des tertiaux avait une limite, et cette limite était la faim. Les retards de soldes cessèrent d'être l'exception pour devenir la règle, des dettes de plusieurs années s'accumulant parfois envers les vétérans. Cela donna lieu à un phénomène unique, la mutinerie organisée. Contrairement aux armées de mercenaires qui désertaient ou changeaient de camp faute de paiement, les soldats des tertios se mutinaient avec ordre. En Flandre, des villes entières furent prises par des soldats espagnols mutinés qui, après avoir élu un chef, l'électo, maintenaient une administration parfaite et une discipline militaire impeccable, mais refusaient toute opération offensive jusqu'à ce que le dernier maravédis soit payé. Ces mutineries étaient désastreuses pour la stratégie impériale. Souvent, une victoire éclatante qui aurait pu mettre fin à une guerre était gâchée parce que l'armée, après avoir gagné la bataille, refusait de poursuivre l'ennemi avant d'être payée. La mutinerie devint une institution qui éroda l'autorité du maître de camp et donna aux ennemis de l'Espagne le temps de se rétablir et de se réarmer. Comment une armée brillante a-t-elle pu survivre sous le poids d'un empire épuisé? Le plus étonnant de cette période n'est pas que l'Espagne ait commencé à perdre, mais qu'elle ait continué à gagner si longtemps malgré le désastre administratif. Les tertios du XVIIe siècle, ceux qui combattirent pendant la guerre de 30 ans, étaient des hommes endurcis par une précarité qui aurait détruit n'importe quelle autre armée. Ils se maintenaient par une inertie de prestige et par une structure de commandement qui restait supérieure à celle de leurs rivaux. Les officiers, dont beaucoup étaient des hidalgos ayant engagé jusqu'à leur dernier patrimoine pour soutenir leur compagnie, exerçaient un leadership paternaliste et féroce. Le soldat des tertios se sentait investi d'une mission providentielle. Il croyait sincèrement être le dernier rempart de la civilisation et de la foi. Cependant, le système était à bout. Tandis que la France se centralisait sous le commandement de cardinaux comme Richelieu, créant un État moderne tourné vers la guerre, l'Espagne continuait de tenter de gérer un empire du XVIIe siècle avec des structures bureaucratiques obsolètes. Les tertios restaient invincibles au corps à corps, mais ils perdaient la guerre logistique et économique. Quel fut le coût humain de cette résistance désespérée? L'usure ne fut pas seulement financière, mais démographique.
La Castille, cœur du recrutement des tertios, se vidait. Les hommes les plus jeunes et les plus capables étaient envoyés mourir à des milliers de kilomètres de chez eux, laissant des champs en friche et des familles brisées. La vie saignée des Flandres devint un proverbe définissant la tristesse d'une nation voyant ses meilleurs fils disparaître dans une guerre qui semblait sans fin. À la fin de ce chapitre de l'histoire, le tertio n'était plus la machine expansive et optimiste du grand capitaine ou de Charles Quint. C'était une force défensive, une garde prétorienne d'un empire en retraite luttant avec la rage de celui qui sait que son temps est compté, mais qui refuse de baisser le drapeau. L'éclat de la pique était toujours là, mais le bras qui la tenait tremblait de pur épuisement. La tragédie des tertios fut que, malgré leur excellence technique, ils ne purent sauver un État qui ne pouvait plus se sauver lui-même. Le 19 mai 1643, dans une clairière des forêts des Ardennes, le sol de l'Europe trembla pour une raison inhabituelle. Ce ne fut pas le fracas de la victoire qui résonna, mais le silence d'un mythe qui se brisait. La bataille de Rocroi est passée à la postérité comme l'acte de décès des tertios, mais la réalité historique est bien plus nuancée et héroïque que ce que la propagande française de l'époque a voulu admettre. Quel était le contexte désespéré avant le choc? L'Espagne et la France étaient engagées dans une lutte à mort pour l'hégémonie européenne. La monarchie hispanique, asphyxiée par la récente rébellion de la Catalogne et la sécession du Portugal, avait besoin d'un coup d'éclat. Le plan était ambitieux, envahir la France depuis les Flandres pour soulager la pression sur les autres fronts. Une armée commandée par le jeune Francisco de Melo, composée de la fine fleur de l'infanterie espagnole, wallonne, italienne et allemande, mit le siège devant la place forte de Rocroi. Ce qu'il n'attendait ne pas fut la rapidité de la réponse française, sous les ordres d'un jeune homme de 21 ans, le duc d'Enghien, le futur Grand Condé, qui décida de tout risquer dans une bataille rangée. Que s'est-il réellement passé dans la boue de Rocroi? La bataille commença avec succès pour les armes espagnoles dans certains secteurs, mais la supériorité de la cavalerie française et une erreur de coordination sur les ailes espagnoles laissèrent l'infanterie du tertio seule au centre du champ. Tandis que les contingents italiens et allemands se retiraient ou étaient dispersés, les 5 tertios espagnols, le noyau de vétérans, refusèrent de reculer. Ils formèrent un carré défensif impénétrable. Pendant des heures, les Français lancèrent charge après charge de cavalerie et tirèrent leur artillerie à bout portant contre la masse des piques. Les Espagnols, épuisés et encerclés, repoussèrent jusqu'à 3 assauts massifs. La boucherie fut telle, tout comme l'admiration que suscita leur résistance, que le duc d'Enghien, incapable de rompre le carré, proposa une capitulation honorable. Les Espagnols pourraient ne sortir avec leurs drapeaux, leurs armes et leurs tambours comme s'ils avaient gagné la position. Cependant, un malentendu pendant la trêve provoqua une dernière décharge française qui transforma la résistance en un massacre final. Fût-ce une défaite militaire ou une défaite morale? Militairement, Rocroi ne fut pas la destruction totale de l'armée des Flandres. De fait, les tertios se reconstruisirent et continuèrent de gagner des batailles pendant des décennies. Cependant, moralement, elle fut dévastatrice. Pour la première fois en un siècle et demi, une infanterie européenne avait battu les Espagnols lors d'un choc frontal de grande ampleur. L'aura d'invincibilité, ce bouclier psychologique qui gagnait les batailles avant qu'elles ne commencent, vola en éclats. La nouvelle vola à travers les cours d'Europe. Les Espagnols pouvaient être vaincus. Rocroi fut le moment où la France ravit à l'Espagne le titre de maîtresse du champ de bataille. Pourquoi est-ce que devenu un symbole historique si puissant? Rocroi est le symbole du déclin car elle représente la chute du vieux style.
Ce fut le dernier grand duel de pique avant que le feu des fusils et la mobilité de l'artillerie moderne ne dictent les règles. L'image des vétérans espagnols, aux vêtements râpés et au visage buriné, maintenant la formation tandis que le monde s'écroulait autour d'eux, est devenue l'icône de la fin d'une ère. Ce fut le sacrifice final d'une caste de soldats ayant préféré l'annihilation au déshonneur de la fuite. La fin des tertios n'est pas venue avec une défaite finale apocalyptique, mais par une lente et inévitable métamorphose. Le monde qui les avait vus naître, celui des chevaliers, de la foi inébranlable et de la pique, cédait la place à l'ère de la raison, de la bureaucratie d'État et de la technologie du fusil. Les tertios n'ont pas disparu parce qu'ils étaient inutiles, mais parce que le concept même de la guerre avait muté vers quelque chose qu'ils ne pouvaient ne plus contenir. Comment la guerre moderne a-t-elle changé le destin du tertio ? À la fin du XVIIe siècle, deux innovations techniques condamnèrent l'Andossel à la pique au musée de l'histoire, la baïonnette et le fusil à silex. Le fusil était plus rapide et plus fiable que l'arquebuse, et la baïonnette permettait à chaque tireur d'être, en même temps, son propre piquier. La distinction entre manche de feu et noyau de pique n'avait plus de sens. Les armées européennes commencèrent à adopter des formations linéaires, plus minces et étendues, pour maximiser la puissance de feu. Le carré des tertios, conçu pour résister aux charges de cavalerie et aux chocs d'infanterie massifs, devint une cible trop facile pour la nouvelle artillerie de campagne. De quelle manière les armées nationales ont-elles supplanté le modèle espagnol ? Le modèle du H-soldat Hidalgo, servante pour l'honneur et le prestige, fut remplacé par celui du soldat citoyen ou du professionnel d'État. Les puissances européennes, menées par la France de Louis XIV, créèrent des armées massives et centralisées, uniformisées et dépendantes d'une bureaucratie logistique d'État bien plus efficace. Le tertio, avec sa structure semi-autonome et ses capitaines, qui étaient presque propriétaires de leur compagnie, semblait être un anachronisme face au nouveau régiment, où la standardisation était la norme et l'individualité du soldat diluée dans la masse. Quel impact eurent les réformes bourboniennes? Le coup définitif vint avec le changement de dynastie en Espagne. Après la guerre de succession, les Bourbons apportèrent avec eux le modèle français. Philippe V, cherchant à moderniser et centraliser le pouvoir, signa le décret de 1704. Dans une série d'ordonnances, le nom de tertio fut supprimé et remplacé par celui de régiment. Les maîtres de camp devinrent des colonels. La croix de Bourgogne, bien que toujours présente, commença à partager l'espace avec l'écu des Bourbons. On cherchait une armée tournée vers l'avenir, laissant derrière elle les traditions des Habsbourg, considérées comme liées à la décadence du siècle précédent. Quelle fut la fin officielle des tertios? Officiellement, les tertios cessèrent d'exister en 1704. Mais leur essence mit plus de temps à mourir. De nombreux régiments actuels de l'armée de terre espagnole sont les héritiers directs de ces anciens tertios, conservant leur nom et leurs traditions. La fin des tertios marqua la clôture de la plus grande épopée militaire de l'histoire de l'Espagne. Ils partirent non par manque de courage, mais parce que le temps est le seul ennemi qu'aucune formation de pique ne peut arrêter. Ils laissèrent derrière eux un continent configuré par leur acier, une langue étendue par leur présence, et une légende de discipline et de résistance qui, aujourd'hui encore, reste la référence de l'infanterie mondiale. Les tertios disparurent, mais le souvenir du mur d'acier espagnol reste gravé dans l'ADN de l'histoire militaire universelle. 5 siècles après que le grand capitaine a révolutionné les champs de bataille d'Italie, l'ombre des tertios continue de se projeter avec une force inaccoutumée.
Ils ne sont pas seulement le souvenir d'une ère de domination impériale, ils sont un phénomène culturel, un cas d'étude militaire et, surtout, une part fondamentale de l'identité historique de l'Occident. La fin des piques n'a pas signifié la fin de leur influence. Au contraire, leur disparition formelle au XVIIIe siècle a laissé place à une mythification, mêlant la réalité la plus crue à l'épique la plus élevée. Comment les tertios ont-ils influencé la configuration des armées modernes? On commet souvent l'erreur de penser que les tertios étaient une unité médiévale tardive, alors qu'ils furent en réalité la première armée moderne d'Europe. Leur structure organisationnelle fut le modèle sur lequel furent construites les forces armées des grandes puissances ultérieures. La division en unités administratives permanentes, la hiérarchie des officiers et sous-officiers, et l'intégration logistique furent des concepts que les tertios perfectionnèrent, bien avant qu'ils ne deviennent le standard mondial. La tactique des armes combinées, la coordination étroite entre le choc physique et le feu de projectiles, est l'héritage technique le plus direct des tertios. Bien que la pique ait disparu, la mentalité consistant à utiliser le feu pour préparer l'assaut et l'acier pour consolider la victoire reste en vigueur dans les doctrines d'infanterie actuelles. Même la figure du sergent, en tant que vétéran chargé de la discipline et de l'ordre tactique, doit sa pertinence moderne à l'importance que ce grade avait dans les compagnies espagnoles. Les armées de Frédéric le Grand, de Napoléon et même les divisions contemporaines sont débitrices de cette professionnalisation du soldat de métier que l'Espagne a imposée au siècle d'or. Quelle présence les tertios ont-ils dans la culture et la littérature universelle? Il est impossible de séparer les tertios de l'explosion créative du siècle d'or espagnol. Beaucoup des meilleurs écrivains de langue castillane n'ont pas seulement écrit sur les tertios, ils en étaient les soldats. Miguel de Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, perdit l'usage de sa main gauche à la bataille de Lépante, un honneur qu'il porta fièrement jusqu'à sa mort. Lope de Vega, Francisco de Quevedo et Calderón de la Barca servirent également dans les rangs ou écrivirent des drames exaltant l'esprit de ces unités. En peinture, Velázquez a immortalisé l'esprit des tertios dans la reddition de Breda. Dans ce tableau, nous ne voyons pas un vainqueur humiliant un vaincu, mais un geste de magnanimité et de courtoisie entre soldats. Les lances-piques s'élevant à l'arrière-plan ne sont pas seulement des armes. Elles sont un symbole d'ordre et de puissance face au chaos. Actuellement, cette fascination se poursuit avec des romans comme la saga du Capitaine à la Triste d'Arturo Pérez Reverte, qui a rendu au grand public l'image du soldat des tertios. Un homme cynique, fatigué, mais doté d'un code d'honneur qui ne plie ni devant l'or ni devant la peur. Quelle part de leur légende est un mythe et quelle part est une réalité historique? Comme toute grande unité militaire, les tertios sont entourés de mythes qu'il convient d'analyser avec rigueur. La légende noire les a dépeints comme des fanatiques religieux assoiffés de sang, auteurs d'atrocités gratuites. S'il est vrai que le sac de Rome ou le sac d'Anvers furent des événements brutaux, la réalité historique nous dit que les soldats des tertios n'étaient pas plus cruels que leurs contemporains français, allemands ou suédois. La différence est qu'ils gagnaient presque toujours, et le vainqueur est souvent la cible de la propagande du vaincu. D'un autre côté, il existe un mythe d'invincibilité qui oublie parfois les épreuves et les défaites mineures. Les tertios n'étaient pas des surhommes. C'étaient des paysans, des hidalgos appauvris et des aventuriers endurant le froid, la faim et la peur. Leur véritable grandeur ne résidait pas dans une force physique supérieure, mais dans une résilience psychologique extraordinaire. Ce qui est une réalité incontestable est leur discipline.
Alors que les autres armées de l'époque se décomposaient après la première charge, les Espagnols tenaient la ligne. Le silence espagnol au combat n'est pas un mythe romantique. Il est documenté par les chroniqueurs de toutes les nations comme l'un des sons les plus terrifiants du champ de bataille. Pourquoi nous fascinent-ils encore aujourd'hui, des siècles après leur disparition ? La fascination moderne pour les tercios naît de leur capacité à incarner des valeurs qui semblent perdues dans le monde contemporain. À une époque de guerre technologique et déshumanisée, le tertio représente le courage individuel au sein de la discipline collective. Le concept du chemin espagnol, prouesse logistique de milliers de kilomètres à pied, résonne comme une métaphore de l'effort humain extrême. De plus, il existe une fascination pour l'esthétique et la mystique de l'époque. L'image de la croix de Bourgogne, flottant au-dessus d'une forêt de pics sous la fumée des arquebuses, possède une force visuelle que le cinéma et les jeux vidéo ont exploitée à maintes reprises. Mais plus profondément, les tercios nous fascinent, car ils représentent l'apogée et la résistance d'un empire global à son point culminant de tension. Ils sont le symbole d'une Espagne qui, pour le meilleur ou pour le pire, a décidé de jouer le rôle principal sur la scène du monde. Quel est le message final de leur histoire ? L'héritage des tercios nous rappelle que le cours de l'histoire est décidé par des hommes qui croient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Que ce soit par la foi, par l'honneur ou par simple loyauté envers leurs compagnons de rang, ces soldats ont forgé un monde nouveau. Aujourd'hui, les noms des compagnies des tercios, comme Savoia, Soria ou Flandres, vivent encore dans les régiments de l'armée de terre espagnole, maintenant une ligne ininterrompue de tradition militaire. En fermant ce chapitre de l'histoire, nous devons comprendre que les tercios n'étaient pas seulement un outil de conquête. Ils furent un témoignage de la capacité de résistance de l'être humain. Ils nous laissent un héritage d'ordre dans le chaos, de professionnalisme dans la barbarie, et d'une fierté qui, même lors de la défaite de Rocroi, a refusé de s'agenouiller. Leur histoire n'est pas seulement l'histoire de l'Espagne. C'est une chronique universelle sur le pouvoir de la volonté et de la discipline sur le destin. Les tercios sont partis, mais leur acier continue de briller à chaque page de l'histoire militaire, cherchant à comprendre ce que signifie être invincible. Scène suggérée. Gros plan d'une croix de Bourgogne déchirée par le vent. La caméra s'éloigne montrant un champ de bataille vide au crépuscule, où seul reste le silence. Les tercios ont officiellement disparu il y a plus de 300 ans, mais leur écho ne s'est pas éteint. Nous l'entendons dans chaque tactique d'infanterie moderne, dans chaque page de la littérature universelle et dans le respect qu'inspire encore la seule mention de leur nom. Ils furent le bras armé d'un empire qui a changé la carte du monde, et leur sacrifice a forgé une légende qui refuse de mourir. En éteignant le fracas des arquebuses et en laissant la fumée de la poudre se dissiper sur les champs de Flandre et les plaines d'Italie, il nous reste la tâche la plus difficile. Regarder dans les yeux l'homme qui tenait la pique. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous avons raconté, nous devons saisir que les tercios ne furent pas un accident de l'histoire, mais le reflet le plus fidèle de leur temps. Ils furent la synthèse parfaite d'une Espagne qui se débattait entre la foi médiévale et l'ambition de la Renaissance, entre l'honneur de l'hidalgo et la cruauté du mercenaire. De quelle manière les tercios furent-ils le miroir de leur propre époque ? Les XVIe et XVIIe siècles n'étaient pas des époques pour les faibles. C'était une ère de certitude absolue et d'une violence qui nous serait aujourd'hui insupportable. Les tercios incarnaient cette dualité. D'un côté, ils étaient le bras armé d'une foi n'admettant aucune fissure,
De l'autre, ils étaient une avant-garde technique embrassant l'innovation scientifique appliquée à la mort. Le soldat des Tertios n'était pas un individu isolé. Il était une pièce d'un système de valeurs où la parole donnée, la loyauté au monarque et le salut de l'âme étaient des réalités aussi tangibles que l'acier de son épée. En eux se reflétait la hiérarchie d'une Espagne qui, malgré ses zones d'ombre, croyait avoir une mission dans le monde. Le Tercio était, par essence, la société espagnole de l'époque, mise en formation de combat. Fière, endurante, profondément spirituelle et dangereusement obstinée. Quel fut le véritable poids de la discipline et du sacrifice? Nous avons tendance à idéaliser la guerre avec le recul des siècles, mais la réalité du Tercio était celle du sacrifice extrême. La discipline n'était pas une option, c'était la seule façon de survivre. Cette discipline se forgeait dans des marches de plusieurs mois, sous des climats assassins, dans l'attente silencieuse face à une charge de cavalerie promettant une mort certaine, et dans la capacité de supporter la faim sans rompre la formation. Mais cette discipline avait aussi une face sombre, la violence institutionnalisée. Les Tercios pouvaient être magnanimes dans la victoire, mais aussi brutaux lorsqu'ils se sentaient trahis ou quand la faim et le manque de soldes embrumaient leur jugement. Le pillage des villes et la répression sanglante faisaient partie du langage de la guerre de l'époque. Nous ne pouvons comprendre leur gloire sans accepter leurs cicatrices. Le Tercio était une machine de précision, certes, mais composée d'hommes, de chair et d'os poussés aux limites de leur humanité, où l'honneur n'était souvent que le seul voile couvrant le désespoir. Quel fut le prix humain de cette gloire militaire? L'hégémonie a un coût qui ne se mesure pas en pièces d'or, mais en générations perdues. Le succès des Tercios a entraîné le dépeuplement des terres de Castille et d'une grande partie de la péninsule. Les hommes les plus courageux, les plus capables et les plus jeunes partaient vers des ports lointains pour ne jamais revenir. L'Espagne a acheté son siècle de gloire avec l'avenir de sa propre population. Ce sacrifice n'a pas été seulement celui de ceux qui sont morts au front, mais aussi de ceux qui sont restés, familles brisées, champs abandonnés, et un État qui s'est habitué à vivre de la guerre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ressources à consommer. La gloire des drapeaux des Tercios flottant à Paris ou sur le Rhin cachait une vérité amère. Un empire soutenu uniquement par ses piques est un empire condamné à s'épuiser. Finalement, le prix pour être l'infanterie la plus crainte au monde fut l'exténuation d'une nation entière. Que nous enseigne leur histoire au XXIe siècle? Aujourd'hui, avec le recul, les Tercios nous interpellent sur des concepts qui semblent oubliés. La résilience face à l'adversité, l'importance du but commun et l'excellence dans le métier. Mais ils nous avertissent aussi sur les dangers de l'ambition démesurée et sur la manière dont l'orgueil poussé à l'extrême peut être aussi destructeur que le feu ennemi. Leur histoire nous rappelle que rien n'est permanent. Même le mur de pique le plus solide au monde n'a pu arrêter la marche du temps et le changement des ères. Les Tercios nous enseignent que la véritable grandeur d'une armée ne réside pas dans ses armes, mais dans la mystique unissant ses hommes, mais aussi que cette mystique doit être alimentée par autre chose que du sang et de la poudre pour durer. Les Tercios furent-ils une machine de guerre parfaite, ou le dernier écho d'un monde qui disparaissait? C'est la question qui reste flottante sur les cimetières oubliés de Flandre. Si nous les voyons comme une machine parfaite, nous admirons leur technique, leur tactique et leur invincibilité. Mais si nous les voyons comme le dernier écho d'un monde, nous comprenons qu'ils furent les défenseurs d'un idéal de chevalerie et de foi n'ayant plus sa place dans l'Europe rationaliste et mercantile qui naissait. Peut-être furent-ils les deux à la fois,
le point culminant d'une façon de comprendre la vie et le sacrifice, et simultanément le chant du cygne d'une Espagne résistant à ne plus être le centre de l'univers. L'histoire des Tercios est notre histoire, un récit d'ombre et de lumière, méritant d'être rappelé avec rigueur et respect. Si vous avez aimé cette immersion profonde dans les entrailles de l'Empire espagnol, je vous invite à faire un pas de plus. Mention de téléchargement. J'ai préparé une version narrée de ce scénario, conçue pour être écoutée comme un livre audio ou un podcast documentaire de haute qualité. Vous pouvez la télécharger directement via le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. De cette manière, vous pourrez profiter de ce contenu n'importe où, avec la meilleure qualité audio et, surtout, sans publicité ni interruption gênante, soutenant ainsi directement la création de plus de documentales historiques comme celui-ci. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de ce voyage. Votre temps, c'est le plus grand soutien que cette chaîne puisse recevoir. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'est la seule façon pour l'algorithme de savoir que le contenu historique de qualité a sa place sur YouTube. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'histoire et laissez-nous votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que les Tercios auraient pu survivre avec d'autres réformes ou leur fin était-elle inévitable? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, merci d'être là, et nous nous voyons au prochain chapitre de notre histoire. À la prochaine.